Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les signes radiologiques qui nous permettent de différencier la spondylarthrite ankylosante d'une maladie de Forestier. En effet, en rhumatologie, la spondylarthrite, c'est une maladie qu'on connaît bien, hein, qui touche plutôt le sujet jeune, qui est associé à l'antigène HLA-B27 et qui a donné un tableau de rachialgie avec des signes périphériques inflammatoires. Et elle correspond à une antésiopathie à potentiel ossifiant inflammatoire. Et la maladie de Forestier, qu'on appelle aussi l'hyperostose vertébrale engainante, ou DISH en anglais pour l'acronyme, elle est plutôt une maladie qui va toucher les sujets âgés et qui va s'exprimer par une hyperostose diffuse axiale et périphérique, mais sans inflammation. Et la physiopathologie de cette maladie est moins bien connue que celle de la spondylarthrite. Alors le problème qu'on peut avoir en rhumatologie, c'est que quand on a un sujet âgé qui a des rachialgies associées à une raideur importante, quelquefois certains aspects ne sont pas très clairs. Et on peut avoir un doute entre une spondylarthrite vieillie qui est passée inaperçue et une maladie de Forestier. Donc l'objectif de cette présentation, c'est simplement de présenter la sémiologie radiographique de ces deux pathologies pour mieux les différencier. Alors, pour la spondylarthrite, on connaît bien cette maladie, hein. C'est la sacro-iliite qui la caractérise avec les critères de New York modifiés, où on aura un pseudo-élargissement des berges sacro-iliaques avec l'apparition secondaire d'érosion, puis de condensation et d'ankylose. On aura différents types d'atteintes rachidiennes avec la classique spondylite de Romanus, avec la mise au carré des vertèbres, puis l'apparition de syndesmophytes verticaux et fins sur les fibres périphériques de l'annulus fibrosus. On peut avoir dans quelques cas les discytes d'Anderson, des spondylodycytes inflammatoires, et dans cette maladie, on peut également avoir des atteintes postérieures et latérales. Enfin, on peut avoir des atteintes thoraciques au niveau costo-transversaire mébryo-sternal. Elle se caractérise aussi par des atteintes périphériques qui sont possibles, hein. Ici, on a un exemple de coxite avec un pincement diffus de l'interligne coxo-fémorale qui peut conduire à une ossification engainante et la fréquence d'antésiopathie postérieure et inférieure au niveau des talons, hein. Alors, la maladie de Forestier, c'est une maladie qui a été décrite relativement récemment par Forestier, un rhumatologue français, Herotès Carol, où justement il trouvait qu'il y avait une série de spondylarthrites qui était un peu bizarre, qui était un peu atypique, et en étudiant un peu plus, il a dégagé des signes qui l'ont permis de décrire la maladie qui porte son nom aujourd'hui. C'est une maladie qui prédomine essentiellement chez l'homme, qui est plus fréquente dans la 6e et la 7e décade, 5% après 60 ans et 11% après 70 ans. L'étiologie est inconnue, on n'a pas pu mettre en évidence de prédisposition génétique, mais on sait qu'elle est associée au syndrome métabolique. C'est souvent des gens qui sont diabétiques, qui sont hyperuricémiques, qui ont des hyperrétinolémies. Cliniquement, le plus souvent, elle est asymptomatique, mais elle peut s'exprimer par des douleurs mécaniques et surtout par une raideur. Donc sur l'anatomopathologie, ça correspond à une antésiopathie non inflammatoire diffuse qui va essentiellement toucher le ligament longitudinal antérieur. On peut aussi avoir des atteintes du ligament longitudinal postérieur, des ligaments jaunes, suisses et interépineux. Et les complications sont rares. Il a été décrit dans la littérature des cas de compression, des dysphagies, comme on peut le voir ici avec un volumineux pont antérieur qui peut aller comprimer l'œsophage. On peut avoir des compressions neurologiques avec des canals lombaires, des canals cervicaux étroits, voire des fractures sur ces ponts. Donc les critères diagnostiques de la maladie de Forestier sont les critères de Resnick qui datent de 1974, où il faut qu'on ait 3 ponts osseux, puisqu'il faut des ponts osseux qui relient 4 corps vertébraux contigus. Alors cette maladie ne touche pas le disque intervertébral normalement, sauf dorsarthrose associée, mais normalement on doit avoir une conservation de la hauteur du disque intervertébral. Elle épargne les sacro-iliaques. Il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'ankylose. Elle épargne aussi normalement les interarticulaires postérieurs, mais on peut avoir des ponts osseux capsulaires. Et puis cette hyperostose doit prédominer dans les territoires antérolatéraux du rachis. Alors les signes radiologiques de la maladie de Forestier, ils sont multiples. À l'étase cervicale, ça va correspondre à une ossification du ligament vertébral antérieur. On peut également avoir des ossifications, comme on peut le voir là-dessus, du ligament longitudinal postérieur. Il y a même une forme de maladie de Forestier qu'on appelle la maladie des Japonais, où on va avoir une ossification isolée de ce ligament. Et les ponts osseux qu'on va avoir, que certains auteurs appellent spondylophytes, ils vont avoir une caractéristique
Il y a eu une étude il n'y a pas longtemps qui comparait spondylarthrite et maladie de Forestier dans la vitesse de progression des lésions. Et le critère discriminant pour les auteurs, c'était l'obliquité du pont osseux. Pour eux, moins de 45 degrés, c'était plutôt en faveur d'une maladie de Forestier, et plus de 45 degrés, c'était plutôt en faveur d'une spondylarthrite. Alors, à l'étage thoracique, c'est la description la plus classique, la coulée ossifiante qui va prédominer le long du bord droit du rachis, qu'on attribue ça classiquement aux pulsatilités de l'aorte. Puis, à l'étage lombaire, on va avoir des ossifications en flamèche, c'est comme ça qu'elles sont décrites, avec effectivement une obliquité qui sera inférieure à 45 degrés, qui n'oriente pas trop vers un syndesmophyte. Alors, pour certains auteurs, on a un petit signe qui est pathognomonique pour eux, c'est la présence d'un liseré clair radiotransparent entre la coulée ossifiante et la vertèbre qui sera contiguë. Donc, on peut avoir également des signes périphériques, avec un aspect hérissé des crêtes iliaques. On peut avoir des ponts symphysaires, des ponts au niveau des sacroiliaques, des ponts capsulaires. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on doit avoir un respect de l'interligne sacroiliaque et pas d'ankylose, ce n'est pas une maladie de la synoviale, enfin de l'articulation d'elle-même. Enfin, elle peut toucher les membres supérieurs et les membres inférieurs avec une hyperestose gléno-humérale, une hyperostose des coudes. On peut avoir des coxopathies engainantes au niveau des hanches, un aspect de rotule crénelée, là je ne sais pas si on le voit bien, des calcifications de la tubérosité tibiale antérieure qu'on voit ici, des anthésophytes calcanéens et puis un aspect hérissé du tarse. Donc là, c'est un petit exemple, je voulais savoir ce que vous en pensez. Pour vous, ce patient qui présente une raideur, à qui on fait une radio, vous direz qu'il a plutôt une maladie de Forestier ou une spondylarthrite? Forestier? Tout le monde dit Forestier? Les deux. Bon voilà. Ouais. Bah, effectivement, quand on regarde d'un peu plus près, on a une ossification du ligament longitudinal postérieur. Puis si on regarde en bas, on a une petite coulée ossifiante assez fine et verticale qui fait évoquer des syndesmophytes. Donc ça, en fait, c'était un cas qui avait été publié, c'était un case report dans la littérature. C'était un homme de 50 ans qui avait une vieille spondylarthrite et qui présentait des douleurs lombaires et une majoration de sa raideur depuis quelques années, alors que la spondylarthrite était connue. C'est pas un vieil homme quand même, 50 ans. Ah. Dans l'absolu, il est jeune, c'est relativement par rapport à moi, excusez-moi. Voilà. Ce qui est très caractéristique du Forestier, c'est la flèche en dessous ouverte. Effectivement. Les ponts osseux. Il y avait vraiment le B27 Il était connu pour une spondylarthrite. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai plus souvenir s'il y avait B27. Voilà. Alors j'ai fait une petite conclusion où j'ai repris les... Je vais vous remettre dessus si vous voulez. Oui, ici. L'arc postérieur n'est pas atteint, c'est même bizarre. Pour une première arthrite à l'étage cervical. Mais des fois, on a l'impression qu'on a un cas, on se pose vraiment la question, chez les personnes qui ont toujours été asymptomatiques, qui sont chez la B27 négative, qui ont un scanner pour une raison clinique, qui sont 75 ans, ou des coudées osseuses qui échouent une occupation de l'arthropathie. Moi, j'ai vu un patient encore la semaine, il y a 15 jours, RCH, il est blindé des sacroiliaques, tout le rachis est ankylosé. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est une ankylose majeure avec des syndesmophytes. Je lui ai demandé s'il avait une main une fois dans sa vie d'enlever, il a dit jamais. Ouais. Comme quoi, Donc tu dis à ce que tu dis que l'arthropathie est asymptomatique. Voilà, bon. Alors, bon, en conclusion, j'ai résumé en fait les principaux signes qui permettent de différencier une maladie de Forestier et une spondylarthrite. Toutes les deux débutent en fait à la charnière dorso-lombaire. On a plutôt une prédominance antérolatérale pour la maladie de Forestier. Je rappelle la présence de cette ligne claire de démarcation qu'on peut voir sur les radiographies, le respect de la concavité des vertèbres et l'absence de mise au carré dans le cadre du Forestier, la préservation relative de l'interligne dans la maladie de Forestier et la préservation des articulaires postérieurs. Le plus important, c'est le respect de l'interligne sacro-iliaque, même si on peut avoir des ponts osseux capsulaires. Puis ces deux maladies peuvent s'exprimer par des anthésiopathies périphériques. Donc les présentations cliniques chez les sujets âgés peuvent être proches. C'est la radiographie standard qui, dans un premier temps, nous permettra de les différencier par une analyse sémiologique. On a donc des signes spécifiques du Forestier, l'ossification, la coulée latérovertébrale droite thoracique, le respect de l'interligne sacro-iliaque, le respect des disques et des articulaires postérieurs, le petit liseré transparent dont je parlais. Puis bon, même si elles sont rares, ne pas oublier les complications compressives, la dysphagie qui a été décrite, la myélopathie cervicale, les canaux lombaires étroits. Voilà, je vous remercie.